Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Et oui, c'est encore moi. Juste un petit mot pour t'annoncer la grande nouvelle. J'ai écrit un livre aux éditions Vuibert qui s'appelle Réussir l'expertise comptable et qui condense mes 6 années d'expérience en tant qu'étudiante et jeune professionnelle du chiffre. Les 200 pages sont réparties en 3 grands thèmes qui sont l'état d'esprit pour se dépasser personnellement et professionnellement, les révisions pour décrocher ses diplômes et enfin la vie professionnelle pour trouver la voie qui te correspond. Il est déjà disponible en librairie, sur la Fnac, sur Amazon, en format physique ou digital, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, je te laisse en très bonne compagnie avec l'invité du jour. Bonjour Mickaël. Bonjour Julie. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors, il faut dire qu'avec Mickaël, on a une relation un peu particulière parce qu'on se connaît assez bien des réseaux sociaux. Il publie régulièrement, donc peut-être que vous aurez l'occasion de le voir passer après cet épisode. Et c'était la première fois qu'on se rencontrait. Enfin, on s'est vu hier, mais en tout cas, on avait l'impression de se connaître. On avait l'impression de se connaître. On s'est fait la bise directe, on s'est même pas posé la question. C'est ça. C'est la magie de LinkedIn. Et du coup, aujourd'hui, on est là pour une interview. Donc, si je t'explique comment ça va se passer, on va remonter au tout début, savoir Mickaël, quel type d'enfant il était, quel métier il voulait faire, etc. Qu'est-ce qui l'a amené à choisir l'expertise comptable. Il a passé son DEC, donc pourquoi il a passé son DEC, comment ça s'est passé, comment il a créé son cabinet, etc. Et jusqu'à en arriver à ce que tu fais aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais ? Oui, alors je m'appelle Mickaël, j'ai 49 ans et aujourd'hui, j'accompagne et je coach les experts comptables à être plus sereins. Je les accompagne dans des séances de co-travail, de co-réflexion, de faire changer, faire bouger les lignes et les aider à se transformer un peu de l'intérieur et transformer leur cabinet, accompagner le changement. Écoute, je suis ravi. Voilà. Super intéressant. Du coup, alors, est-ce que tu peux nous dire, Mickaël, toi, d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu as grandi, dans quel cadre familial ? Alors, j'ai grandi à côté de Vincennes, à Saint-Mandé. Je suis né à côté du château. Et j'étais un enfant plutôt sage, plutôt calme, bon élève. Et j'ai tout de suite été comme... J'avais des radars, c'est-à-dire que j'étais petit et je voyais... là, je te parle de quand j'avais 10 ans. Je viens d'une famille modeste au plan financier, mais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de valeurs, avec beaucoup d'écoute. Voilà. Je dirais de l'amour et de la présence. J'ai 2 frères. Donc, mais j'ai toujours ouvert mes radars sur donc une famille modeste financièrement. Et moi, j'étais attiré par du beau. Donc la famille qui allait dans des belles vacances, ou je rentre dans un magasin, je suis attiré par le truc le plus cher, et on ne pouvait pas. Et les fins de mois étaient un peu difficiles. Et j'ai toujours eu comme volonté dans le futur, tu vois, à 12 ans, je pensais assurer pour ma famille que j'allais avoir dans le futur, à 12 ans. Donc tu vois, à 12 ans, j'avais envie d'être prof, c'était vraiment ça. Et je dis à ma mère, ça gagne combien un prof ? C'était en francs, hein, ça fait un peu... Elle me dit, ça gagne 10 000 francs, 12 000 francs en fin de carrière, peut-être 13 ou 15. Donc, c'est quoi, 1 500, 2 000 euros 2 500, 2 000 euros. Et je lui dis, d'accord, la question qui suit, c'est il faut combien pour nourrir une famille de 4 ? Elle me dit... Ah oui, de 4, direct, t'étais... Oui, de 4, ouais. Pas 4 enfants, mais de 4. Pas 4 enfants, mais une famille de 4. Oui. Et elle me dit, pareil, il faut 10 000, 12 000. Et là, dans ma tête, ça n'a pas fait long feu. J'ai dit, OK, je ne serai pas prof. Donc, alors que pourtant, ça t'aurait... Enfin, entre guillemets, du coup, ça aurait suffi. Ouais, mais je m'étais dit, je veux pas compter. Je veux pas compter les fins de mois. Je veux du con. En fait, c'était pas l'argent pour l'argent. C'était l'argent pour le confort. Pas compter. Voilà.
Et du coup, alors qu'est-ce qui t'a... C'est en partie peut-être une des raisons qui a fait que tu t'es tourné vers l'expertise comptable, ou ça s'est peut-être pas fait tout de suite ? Non, même pas, non. Alors après, donc, je voulais être prof et donc j'ai changé, puis je savais pas trop. Puis j'ai vu le film Wall Street avec ma mère, donc on est allé au cinéma. Donc là, tu vois un trader qui gagne plein d'argent hyper facilement. Tu sais, le film américain. Je dis, OK, je veux être trader, je veux faire des études. Donc, je veux... c'est quoi les études qu'il faut pour faire ça ? C'est ça que je veux faire. Donc, et je garde ça jusqu'au le lycée, tout ça, je garde ça. Donc, OK, il faut faire une fac d'éco. Et puis, je fais mes choix, mais je ne suis pas pris. Mais j'avais mis en troisième choix BTS compta. Voilà comment je me suis retrouvé en compta. Et comment ça se fait que tu n'as pas été pris ? Enfin, du coup, tu disais que tu étais bon élève au début, ça s'est peut-être un peu dégradé après, avec le temps. Au lycée, on avait une bande de copains, puis on sortait. Puis je bossais moins. J'ai eu mon bac genre à, je sais plus, 12 ou 10. Voilà. Mais c'était pas suffisant, j'ai pas été pris, quoi. J'ai pas été sélectionné. Donc, mon troisième choix, c'était la compta. Voilà. Et comment tu as vécu le fait de ne pas être pris ? Enfin, tu étais désespéré. Du coup, c'était ton rêve qui s'écroulait ? Il y avait un truc qui s'est... je me rappelle plus bien, mais il y a quand même un truc qui s'est effondré. Ouais, parce que je me voyais à la fac, faire éco, c'était parce qu'en plus, c'était pas du tout le même environnement. Tu avais d'un côté, c'était la fac, donc un peu plus de liberté, etc. Que le BTS compta gestion, c'était un peu plus dans un lycée, un peu plus cadré. Ouais, mais peut-être. je savais pas trop qu'est-ce que ça allait être. Ouais, à 18 ans, tu prends... En plus, à 18 ans, j'avais envie de faire psycho. J'avais lu Freud, j'avais adoré. Donc, en fait, j'avais psycho aussi qui me tentait. Mais non, je me suis dit, bon, psycho... Remarque, c'est pas si loin de ce que tu fais aujourd'hui. C'est pas si loin de ce que je fais aujourd'hui, c'est ça. Et non, je me suis dit, psycho, non, pas maintenant. Quand je serai à la retraite, j'irai à la fac. Et pour pas m'ennuyer, je reprendrai mes études à 60 ans et je ferai psycho à ce moment-là. Comme ça, en gros, ça me fait déjà une occupation pour ma retraite. Donc, tu vois, ça a du sens avec ce que je fais aujourd'hui. Et je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Quoi. Je me suis dit, waouh, je voulais faire psycho. Puis en fait, ça se trouve... Mais je suis content de comment ça s'est passé. Et tu as toujours... peut-être pour projet de le faire je ressens moins le besoin, j'ai moins besoin d'aller vers quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire que pourquoi aussi je suis sorti de l'expertise comptable, c'est que j'avais plus envie, je crois beaucoup moins, et surtout avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, d'avoir besoin d'une matière extérieure que je prends et ce que j'aimais plus à la fin dans l'expertise comptable, c'est de la fiscalité, c'est de la comptabilité, c'est extérieur à moi. Et je trouve qu'il n'y a plus de sens. Et donc, d'aller faire des études de psycho ou même... non. Se remettre dans un cadre où l'information vient de l'extérieur alors que toi, tu as pu travailler sur toi, quelque chose de... Voilà, par exemple, je me suis acheté un bouquin sur la psychologie positive ou sur la transformation des pensées en quantique ou des trucs comme ça. Ouais, ça me passionne. Voilà, je m'auto-forme, en fait. Je m'auto-forme, je regarde des documentaires sur des chaînes spécialisées là-dessus et je me régale et après j'achète le bouquin qui va avec et puis t'attends plus que ça vienne de l'extérieur, mais c'était toi qui engage je m'auto-forme, je m'énergise avec le truc, je vois les documentaires, je les revois, il y a des épisodes, je les revois plusieurs fois parce que ça me fait un effet, un super effet, puis je lis, puis j'expérimente, je teste avec des clients, ça marche et c'est bon, je m'auto-forme d'une certaine manière. Ouais. Et donc, si on en revient alors au BTS Compta, du coup, tu arrives en BTS Compta, tu n'as jamais fait de compta, tu avais fait un bac... J'ai fait un bac B à l'époque, éco. Ok, mais il n'y avait pas de compta ? Non, il n'y avait pas de compta, c'était le bac G, c'était la compta, c'était genre un peu moins bien. Moi, j'avais fait bac B parce que j'étais pas très bon en tout ce qui était... mais ça me plaisait bien, j'étais pas bon en maths et en physique, en fait. Alors, tu découvres la compta et le BTS, alors, est-ce que ça te plaît ? Pas du tout. J'ai une prof de compta, une catastrophe. Une petite dame, là, fumeuse, bourrue. Oh là là, la compta, elle t'explique ça, débit-crédit, c'est ni fait ni à faire, incompréhensible. Je fais les stages. Donc, je te parle de 1993. Ok. Combien ça fait ? T'étais pas né. Là, ça fait combien ? Je n'arrive même plus à compter. C'est 30 ans en arrière. Donc, 30 ans en arrière, j'arrive les premiers stages. Dans un cabinet, tu remplis un CERFA ? Non, pas un CERFA pour faire la compta. C'est un journal, mais sur une grande feuille, mais genre oui, A3. parce qu'avant, c'était pas sur ordi. Il y avait un service d'informatique dans le cabinet, mais il fallait leur donner la grande feuille que tu remplissais avec un stylo.
Et eux, ils retapaient sur l'ordi. Eux, ils retapaient sur l'ordi et il fallait faire le rapprochement bancaire sur bande machine avec des plus et des moins. Et moi, je me mélangeais entre les plus et les moins, que je comprenais rien. Et donc, une fois, j'ai fait le rapprochement bancaire à l'envers. La bande machine, la bande rouleau, là. Tu tapes. Ouais. Et donc, une fois, je l'ai fait bien, mais j'ai mis un moins à la place du plus. Mais le chiffre était bon, mais pas en valeur absolue. Mais bref, horrible. Je me suis dit, mais où j'ai atterri là Non, ça me plaisait pas. Je me dis, ça me plaît pas, en fait. Ça me plaît pas. La prof de compta, c'est une cata. Et j'ai un prof de Fisca, un papy gentil, tu vois, qui donne des cours, il nous explique, et il donne des cours au CNAM, à l'Intech. Et donc, je vais vers lui je sais plus si c'est sûrement en fin de première année de BTS. Et je lui confie mon truc. Je lui dis, voilà, ça me plaît pas. Qu'est-ce que je fais? Je lui demande conseil, un gentil papy, tu vois. Et il me dit qu'il enseigne à l'Intech, qu'il me conseille pas de rester au milieu, de rester le cul entre deux chaises. Il me conseille pas d'être juste comptable. Il me dit, si vous pouvez, allez à l'Intech, c'est une super école, et allez jusqu'au bout et vous verrez après. Bon conseil parce que je l'ai suivi. Donc, je vais jusqu'au bout. Je me suis dit, OK, j'y vais. Oui, alors que tu n'aimais pas la compta et tu t'es quand même dit, je vais y aller. Enfin, comment tu te dis, genre, je vais continuer, je pense qu'il m'a expliqué un peu que le Graal ou le truc, que c'était mieux d'être expert comptable et que de ne pas rester comptable, sinon j'allais rester bloqué dans une position de comptable et ça ne me plaisait pas. Je savais pas qu'est-ce que c'était expert comptable parce que je peux te dire, je les ai pas vus, les experts comptables de mes stages de 6 semaines. Là. J'avais fait un autre stage de 2 semaines dans un cabinet de propriété intellectuelle et là, la compta, c'était dans un ordinateur, mais DOS, avec des trucs qui clignotent, les vieux trucs. Là, tu te dis, mais c'est quoi ce monde? Donc, il me parle de l'Intech, le cours à la carte et tout. Je dis, ça ressemble un peu à un genre de fac et tout. Donc, ça m'a plu le truc à la carte. Donc, et tu aurais pu aussi changer carrément de voie, genre aller en psycho ou tu vois, ou peut-être que c'était moins répandu à l'époque en mode, du coup, tu étais parti dans une voie, maintenant, voilà, il fallait que tu restes dedans ou... Non, j'y pensais même plus psycho, là, je me l'étais mis pour la retraite dans ma tête, donc... non, je pense pas, à ce moment, je suis déjà embarqué dans le truc, ça peut être intéressant. Il m'avait remotivé sur le moment, voilà. Et il m'a dit, l'Intech, c'est une très bonne école, elle a très bonne réputation... Donc, OK, je me suis dit... sûrement qu'il m'a motivé. Tu sais, j'avais 19 ans, donc je ne me rappelle plus trop. Mais sûrement qu'il m'avait remotivé, c'est sûr, puisqu'il m'avait donné ce conseil, je l'avais suivi. Et tu n'aimais pas trop la matière, mais est-ce qu'au niveau des notes, du coup, ça suivait, tu te rappelles ou pas? Je l'ai eu en 2 ans, le BTS. Hein. Ouais. Tranquille. Ouais. La compta comme je pouvais, quoi, genre faire la compta d'un bout de plastique dans une entreprise. Je m'en suis jamais servi, mais bon, j'ai pas trop souvenir des notes. Après, il y avait des matières que je préférais plus, qui étaient plus intéressantes. Et c'est quoi que tu préférais? Éco, peut-être? Éco, de la gestion financière, j'aimais bien ça. Contrôle de gestion, peut-être? Ouais, un peu. Pas quand ça devenait trop chiffré, trop tordu, trop matheux, quoi. J'ai besoin que ça soit quand même du concret. Puis quand c'était du débit crédit par une prof... Après, quand je suis devenu prof, j'ai fait de la formation en compta, j'ai kiffé d'expliquer avec des vrais mots, à vulgariser. Donc, mais bon, là, j'en étais pas rendu là. Donc après, du coup, ton BTS, tu as rejoint le CNAM alors? C'était pour le DCG peut-être? Genre, à l'époque, le c'est l'équivalent du DCG qui s'appelait DECF. Donc ouais, je rejoins ça à la carte, donc je suis super content, genre fac. Et là, je mets 4 ans à avoir le DECF parce qu'en même temps, j'avais un projet, j'étais animateur en centre de vacances pour enfants en Suisse. En Suisse? Mais comment parce que du coup, tu avais quitté l'Île-de-France alors? Non, c'est aux vacances scolaires, le chalet, il était en Suisse. Donc même les enfants, c'est des Parisiens et on allait tous au-dessus de Montreux et on allait passer les vacances là-bas. Et puis, elle s'apprêtait à vendre. J'avais fait 6 ou 7 ans. Puis elle m'a proposé de racheter le centre de vacances, la colo.
Et donc, ça m'a rebougé. Qu'est-ce que je fais? J'avais commencé à créer une association pour acheter. Puis j'avais fait des colos tout seul. Et puis finalement, j'ai pris la décision d'arrêter ce projet et de me consacrer à finir mes études. Parce que j'avais mis 4 ans quand même. C'était long. Il y avait, je crois, 12 UV. Je ne me rappelle plus bien. Mais il y avait, je ne sais plus, 7 ou 12. Enfin, il y en avait pas mal. Ouais, il y en avait pas mal. J'avais mis 4 ans. Parce que j'avais un peu pris du temps pour aller un peu explorer d'autres trucs. Et à ce moment-là, je ne sais pas si tu avais refait des stages ou si tu avais peut-être plus une idée de qu'est-ce que c'était le métier d'expert comptable ou... J'avais refait des stages, mais par volonté personnelle. Ce n'était pas dans le cursus. Okay. Voilà, je m'étais organisé avec des entreprises. C'était peut-être plus facile qu'aujourd'hui, dans des cabinets. Voilà. Donc, je voulais me faire une expérience. Une fois dans une entreprise, une fois dans un cabinet. J'ai gardé des bons contacts. Je déjeunais ce matin avec l'expert comptable qui m'avait accueilli en stage. Donc voilà, j'ai gardé des beaux contacts. Et après, tu continues alors sur le DSCG qui devait être le DESCF. Exactement. Et celui-là, je l'ai en 1 an. Là, je dis OK. Je voyais les gens, ils galéraient à traîner les études. J'ai dit non, moi je vais pas galérer à traîner les études. J'ai mis 4 ans là, j'en ai marre. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai 24 ans, c'est bon. Je vois qu'il y en a qui galèrent. J'avais travaillé dans des cabinets et je voyais bien que c'était compliqué de faire d'avoir des études en candidat libre et de travailler en cabinet. Et donc, moi j'ai dit non, ça non. Donc je reste à la maison, je travaille, prépare mon DECF, je repasse le mémoire, je décide de repasser le mémoire. J'avais fait mon mémoire en BTS qui me donnait l'équivalence de DESCF. Et je décide de repasser le mémoire pour me préparer. Je me dis, bon, j'avais 10-20 ans quand j'ai fait ce rapport. Donc, je vais prendre l'épreuve du rapport de stage pour me préparer demain à faire mon mémoire d'expertise comptable. C'est un peu pour me rechallenger, quoi. Je le fais. Et cette année-là, j'ai fait mon alternance à moi, c'est-à-dire que les 6 premiers mois de l'année de 99, j'ai fait ça dans un cabinet, j'avais un contrat de travail à mi-temps. Et les 6 derniers mois de l'année, j'ai travaillé, j'ai fait mon rapport et j'ai révisé le DESCF que j'ai eu en une fois. Donc je l'avais... Ah, c'est bon, c'était terminé. Efficacité, là. Efficacité. Ah non, c'est bon, je traîne pas le truc. Et quand je commence à travailler, j'ai mon DESCF, je commence le stage, boum. Direct. Ouais. Et voilà. Comment tu fais alors pour choisir ton cabinet? Est-ce que tu te rappelles? Ouais, je me rappelle. Je crois que peut-être qu'à cette époque-là, c'était inversé, non? La tendance, en mode ça pouvait être compliqué de trouver un cabinet. Je sais qu'il y a une époque... Non, j'ai eu une première expérience de 9 mois dans un cabinet où on n'était pas en phase. L'expert comptable et moi a fini par me dire que j'étais pas fait pour ce métier. Donc, il n'y avait peut-être pas totalement. Alors, quand j'ai eu mon diplôme, je lui ai envoyé genre une petite carte pour lui dire genre j'ai eu mon diplôme. Puis quand j'ai arrêté, j'ai repensé. Je me suis dit, est-ce qu'elle avait peut-être pas un peu raison? Je sais pas. Mais en tout cas, le métier comme elle le faisait, oui, j'étais pas en phase avec elle. Et j'étais pas fait pour le métier comme elle le faisait. Et tu te rappelles, c'est quoi qui te faisait penser que... c'était quoi elle était trop rigoureuse, trop pointilleuse. Trop expert comptable. Ouais, trop. Fallait tout. Elle venait de Price et il fallait tout cross-référencer. Ça m'a appris à le faire. Il fallait tout cross-référencer. C'était de l'expertise comptable. C'était... J'y arrivais pas. J'étais pas au niveau qu'elle attendait. Et en plus, j'avais osé demander 10 000 francs net, donc 1 500 francs, 1 500 €. J'avais osé demander ça, puis c'était pas en adéquation, tatata. Donc, on s'est quittés. Ok. Et alors, quand tu changes, est-ce que tu restes sur de l'expertise comptable? Bah oui. Là, je vais voir des cabinets de recrutement. Je vais voir, je crois, Michael Page. À l'époque, ça n'existe plus, je crois, mais ça s'appelait... Si, ça me dit un truc. Je crois qu'ils font toujours des études. Ils font toujours des études sur les rémunérations. C'était genre... c'était The cabinet américain de recrutement. Donc, franchement, tout le monde beaucoup passait par là. Et donc, je fais des entretiens. Et je fais un entretien avec un cabinet assez atypique, puisque c'est des Anglais, des Écossais qui Place de la Madeleine, super place, super bel endroit. Ils ont des filiales de groupes étrangers, c'est un petit cabinet de 20 personnes, ils ne se ressemblent pas à un expert comptable lambda français.
Il parle ça tombe bien parce que toi, du coup, je l'ai compris après. C'est ça mais qui il t'a parle attiré, français en mode avec l'accent super fort anglais. Tu n'as pas l'impression d'être... Les clients parlent anglais, tu fais des reportings, tu fais des machins. Et donc, je fais un entretien avec un manager anglais d'une 50aine d'années. Premier entretien, au bout d'une demi-heure, il me donne le PC, il me dit « Ok, nickel, donc il faut faire un reporting pour un client, simulation, montrez-moi comment vous faites. » J'avais jamais eu un entretien comme ça. Je trouvais ça super. On a fait 3 heures d'entretien, mais vraiment pragmatique, pratico-pratique. J'ai adoré l'approche parce que une approche concrète, c'est un peu... On se prend la tête à la française ou à la je sais pas quoi. Non. En mode pratico-pratique. Dans telle situation, qu'est-ce que vous faites? Dans telle situation, qu'est-ce que vous faites? Et puis, il m'avait donné le Excel et puis je m'étais bien débrouillé. Et puis, donc voilà. Et puis, j'ai d'autres entretiens. Puis, un jour, je reçois un courrier de ce cabinet comme quoi j'étais pris. J'étais super content. Et j'appelle le manager, je dis j'ai reçu. Et puis lui, il me dit je suis encore en train de réfléchir, j'ai pas encore terminé. Je lui dis non, moi j'ai reçu un courrier de votre part. Il me dit oui, mais moi, je lui dis non, mais moi j'ai reçu un courrier signé de telle personne. Ouais, trop tard. Je suis là demain matin. Mais moi j'ai reçu un courrier signé de votre cabinet en disant que j'étais pris. Et c'était le big boss qui avait signé, donc le gars il pouvait plus rien. Donc moi ça me plaisait, j'avais envie d'y aller. Donc, c'est comme ça que j'ai... Et puis, je suis resté... C'est là où je suis resté quand même pas mal de temps parce qu'ils étaient... en réalité, ils étaient atypiques pour des experts comptables. C'était pas des pointilleux, mais on faisait un boulot différent, quoi. On traitait des filettes de groupe, on faisait beaucoup de choses, du reporting, on faisait les notes de frais pour les clients, on payait... On était dans une approche un peu globale. On était comme le petit département comptable, financier de l'entreprise. Et tu as fait tout le reste de ton stage là-bas, du coup? Ouais. Du coup, j'ai fait le reste, j'ai fait les 2 années et il fallait faire de l'audit. Donc, je faisais un peu d'audit. C'était rattaché à Grant Thornton, donc j'allais faire de l'audit avec eux. Voilà. Et tu te rappelles ton stage, comment ça s'est passé? Enfin, en plus, la partie formation, je ne sais pas s'il y avait aussi des obligations de faire des rapports semestriels, tout ça. Oui, il y avait les 4 rapports. Est-ce que tu avais aimé ou... J'avais je ne sais plus trop. Celui sur l'audit, c'était super compliqué parce que... T'en faisais pas trop, quoi. Ouais, j'en faisais pas trop. Donc, les deux... Non, ça a été, c'était 10 pages. Non, j'étais plutôt à l'heure. Et tu m'avais demandé s'il y avait une anecdote sur les inventaires rigolos. Là. Ouais, sur les audits. Ouais, sur les audits. Alors, il m'avait envoyé faire un audit genre d'acquisition. Alors, c'était à Aix-en-Provence. Puis, c'était un domaine vinicole. Bon, j'avais jamais fait un inventaire, je crois. Donc, on m'avait genre briefé. Tu sais, on envoie un débutant. Et c'était des caisses de vin, des bouteilles. Mais c'était immense, des entrepôts entiers avec du vin partout. En tonneaux, en bouteilles, en petites, en grandes, sur des, je sais pas, 5, 6 mètres, 10 mètres de hauteur. Et puis moi, je sais pas, c'est le bon sens, je me dis, ouais, mais si le vin, c'est de la grenadine, ou si le vin, il est pourri, qu'est-ce que ça fait? Donc j'ai dit, est-ce qu'on peut goûter une bouteille? Et puis j'ai fait ouvrir une bouteille de vin, puis j'ai goûté le super vin rosé de Coteau d'Aix, là. Donc je crois que ça se fait pas trop, mais bon. C'était un truc. T'as vérifié que c'était bien conforme. Ouais, j'ai vérifié. Je crois qu'il fallait vérifier la réalité, ou je sais pas comment ça s'appelle, là, un des principes en audit. Là. Donc j'ai fait la vérification, voilà, mais que d'une bouteille. Mais bon, j'avais pas non plus. Voilà. T'avais pas testé toutes les bouteilles. J'avais pas testé toutes les bouteilles non plus. Non, je suis pas œnologue. Les épreuves du DEC, alors, est-ce que dès que tu as fini ton stage, tu voulais les passer aussi pour te dire voilà, j'ai fini les études, comme tu disais que tu étais un peu dans la lancée, en mode je veux aller jusqu'au bout, ou est-ce que tu attends un peu Quand j'étais en DESCF, l'année du DESCF, j'avais créé un truc, un groupe de révision pour préparer le grand oral qui s'appelait DES Presse, presse comme la presse, et DES Presse comme Express, quoi, voilà. Et donc, j'avais réuni des étudiants, j'avais présenté le projet, je dis voilà, on se réunit, on prépare chacun notre tour à un sujet d'actualité, parce que c'était beaucoup des sujets d'actualité. Et on passe à l'oral et on se challenge et on simule et on se prépare. Ça avait bien fonctionné. Et quand j'ai préparé le deck, sous le même format, j'ai créé avec mon groupe de stage, j'ai réuni 10 personnes
Et j'ai créé ce groupe-là tout seul, là, dans mon coin, là, avec voilà. Et donc chacun préparait un sujet. Là, c'était un sujet de grand oral. Il passait devant le groupe. Il donnait sa documentation, puis toutes ses recherches, il donnait au groupe. Et donc, tu passais une fois, tu donnais, puis tu recevais 9 autres fois. Ouais, donc ça m'a aidé à préparer, c'était motivant. Et après, comme j'étais à l'annexe, c'est devenu le deck possible. Ah, c'est marrant. Voilà. Ah, ça vient de là? Ça vient de là, ouais, c'est moi qui ai écrit. J'apprends des choses, je ne savais pas. Et je ne savais pas que tu avais été à l'annexe, je n'ai pas vu ça sur ton profil LinkedIn, tu me caches des choses. Peut-être que je ne l'ai pas mis, ouais. J'étais à l'annexe par Île-de-France, l'annexe vice-président national. Après CGEC. Dans les institutions. Oui, un petit peu, de jeunes, quoi. Voilà. Et donc, je l'avais fait dans mon coin. Ensuite, on l'a testé à Paris, le deck possible, ça avait fonctionné. Et puis, je sais que maintenant, ça existe encore. Mais je ne sais pas sous quel format. Ils ont mis des formateurs ou... Je pense pas que ça existe sous le même format. Mais je le vois des fois sur l'annexe des régions. Je vois passer deck possible. Il y a même DSCG possible maintenant. Ah ouais, non, mais là, ça marche plus parce que c'était le deck possible. Mais bon, ok, le DSCG possible, allons-y. Mais c'est le côté mutualisé, on s'entraide, on se soutient. C'était déjà des valeurs importantes pour moi. Et c'était pour se faciliter aussi un peu l'existence, quoi. Voilà, faciliter la tâche, quoi. Donc, tu disais que c'était pour préparer le grand oral parce que c'était pas exactement les mêmes épreuves que nous, on a aujourd'hui. Non, c'était le grand oral, ça pouvait être un sujet juridique, ça pouvait être un sujet d'actualité aussi, je sais plus. Je mélange un peu des SCG. En tout cas, c'était pas le format... C'était pas le format d'aujourd'hui. Enfin, tu avais une partie grand oral où tu avais un peu de déonto, peut-être un peu expérience pro, tout ça. Tu avais quand même un mémoire ou... Oui, il y avait un mémoire, oui. Ah, oui. Et alors, tu as fait sur quoi, du coup, ton mémoire? Je me suis inspiré de ce que je faisais. Pareil, toujours un peu la loi du moindre effort. Là. Je me dis, qu'est-ce que je fais? J'assiste les entreprises, on fait leur compta, on fait leur reporting, on est en contact avec le département financier dans l'Angleterre ou aux États-Unis. On paye leurs notes de frais, on met en place des process, on leur propose ci, on leur propose ça. On fait de la fiscalité, on leur explique ce qu'ils comprennent rien, les Anglais, tous les trucs. Oui, parce que eux, ça devait être ultra. Enfin, je pense que du coup, la France est beaucoup plus complexe. Mais un bulletin de salaire, il y a 4 lignes en Angleterre, va expliquer ça, les congés payés, les machins. Donc, donc, je fais mon mémoire sur l'externalisation du service comptable au cabinet. Ok. Voilà. Alors, j'ai un peu poussé le truc, mais sans avoir fait des missions d'externalisation. Je m'étais rapproché, comme c'était un groupe chez Grant Thornton, ils en faisaient de l'externalisation, je m'étais rapproché du responsable pour creuser un peu, mais j'étais parti de quelque chose que je faisais. Voilà. J'ai pas un bon souvenir, j'ai fait vraiment parce que fallait le faire, quoi. Je voulais mon diplôme et voilà, j'ai pas tripé le mémoire, je l'ai fait en 2 fois. Mais tu l'as pas eu du premier coup? Si, je l'ai eu du premier coup, mais je l'ai fait en 2 fois. Je me suis arrêté entre 2. Okay. Mais c'était sympa parce à l'annexe, j'avais fait les trucs et astuces pour avoir rédigé son mémoire. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas mon meilleur souvenir. Voilà. Et alors, donc tu l'as du premier coup. Qu'est-ce que ça te fait soulagement. 30 ans. Tu vois. 30 ans. Ça va, c'est J'étais dans la moyenne, même. Vraiment dans la moyenne, mais quand même. Parce que la moyenne, c'est, je crois, 31. C'était 30 à l'époque. Ouais. Voilà, donc j'étais dedans. Ma fille, quand j'ai reçu ma lettre, là, c'était on a bu le champagne le soir, direct. Mais ma fille avait 1 an, donc voilà. Mais c'est peut-être pour ça que tu l'avais fait en 2 fois aussi. Je l'ai commencé à l'automne, voilà. Après, toute la saison fiscale, j'avais dû arrêter. Puis j'ai repris en mai-juin, puis j'ai fini ça courant de l'été. Et ça, peut-être que je me suis répété dans des paragraphes ou des choses comme ça. Non, mais voilà. Disons que je conseillerais aujourd'hui de le faire plus d'une traite, de bien prendre du temps pour la relecture, ce genre de choses, mais pas couper trop de temps entre les deux parce que c'est pas bon. Après, c'est difficile de se remettre dedans. On se remet dedans, on va se répéter. On a un peu perdu le fil, en fait. Donc, bon. Après, je l'ai eu. Donc, j'ai eu 10 au diplôme. Mais bon, moi, ce qui comptait, c'était de l'avoir, quoi. Je m'en foutais d'avoir la note. Et comme ça, tu as pu envoyer ta petite lettre. Après, j'ai envoyé 2 années après, j'ai envoyé ma petite lettre à l'expert comptable là, pour lui dire que j'étais diplômé. Et puis... Tu as été formateur aussi. Alors, je ne sais pas si c'était avant ou c'était après.
Comme j'avais envie d'être prof, comme je t'ai dit, j'avais la transmission qui était forte, qui était une envie forte. Donc, j'avais des petits contrats de prof où je donnais la matière compta approfondie ou conso. C'était pour les étudiants de la filière. Alors ça, j'en ai fait pour les étudiants de la filière. Okay. Mais quand j'ai vu les étudiants qui n'en avaient rien à foutre et tout, enfin désolé les étudiants, je vous aime bien, mais à l'époque, genre les cours de conso, que moi j'avais jamais fait de conso, mais je donnais un cours de conso, je trouvais ça assez hallucinant. Mais je les trouvais pas motivés, intéressés sur le sujet, et je peux comprendre. Mais après, j'ai fait de la formation. Donc, quand j'étais encore salarié, un peu plus tard, en 2008. T'avais déjà ton DEC ou c'était... J'avais mon DEC puisque je l'ai eu en janvier 2004. J'ai reçu les résultats. Donc, c'était après ton DEC, donc t'es resté salarié. T'as pas voulu... Non, c'était 2 jours par an. Donc, je posais 2 jours de congé. Puis, j'allais donner mes jours de formation. Et je leur disais pas. Ah oui, c'était 2 jours par an. Okay. Ouais, je posais des congés, en fait. Je disais pas à l'employeur. Et c'était à destination plus des professionnels ou des dirigeants? Alors là, c'était en 2008. Là, pour les étudiants, c'était... 2006-2007, et après une opportunité en 2008. Ma belle-sœur fait de la formation, mais de la formation genre Excel, Word, et puis elle a un contrat avec une association nationale, avec 100 antennes en France, financée par le ministère de la Femme et tout ça. Et elle a 8 jours pour préparer elle a genre 15 jours pour préparer la formation, mais elle est carpette, parce qu'elle a fait des études de compta, mais c'est tout. Et elle est formatrice, Word, Excel. Donc, assez rapidement, elle m'expose son problème et elle se désengage de la formation. Et puis, elle me demande si je veux bien être la personne qu'elle se désengage en disant « je me désengage, mais je vous propose quelqu'un ». Et puis moi, j'y vais, je me coordonne avec eux, je les contacte, on se dit « OK ». Et c'est 8 jours avant. 8 jours avant la formation. Et je dis « OK, j'y vais ». J'ai commencé en 2008 et j'ai fini dernière année en 2020. Ah oui, donc quand j'ai décidé d'arrêter, parce que j'ai kiffé. Ça a commencé 2 jours de formation, puis j'ai accompagné d'une certaine manière à améliorer la formation chez eux. Je récupérais les questionnaires de satisfaction, puis je prenais les retours. Et je comprenais qu'il fallait augmenter la durée de la formation. Donc, on est passé à 3, puis à 4, puis à 5 jours. Donc, ça... Et puis, après, donc, quand j'ai créé ma société, je l'ai récupéré, bien sûr. J'ai gardé. Et puis, la dernière année, 2021, je pense que j'ai fait. Et après, je leur dis, j'arrête parce que il n'y avait plus de sens. Il n'y avait plus de sens que je donne de la formation. Mais j'ai kiffé. Je réalisais que quand je donnais ces journées de formation, j'étais énergisé, j'étais heureux, j'avais le smile, j'avais la banane. C'était des journées waouh, quoi. Même si c'était de la matière comptable, et moi, je l'amenais à vulgariser. C'était des directrices d'associations. Elles y connaissaient que dalle. Et je leur faisais comprendre les concepts. Donc, je m'amusais, puis on faisait des choses concrètes, de coups de revient. Et je te jure que c'est une expérience vraiment extra. Quand tu formes, tu apprends. J'ai encore mieux compris comment lire un bilan, puisqu'il a fallu que je l'explique à des non-sachants. J'ai encore mieux compris... Donc après, si tu devais l'expliquer à tes clients, ça t'a servi. Même aux collaborateurs. Même moi, je l'ai mieux compris. Il fallait leur expliquer comment faire des coups de revient. Donc, vous vendez une formation, vous vendez... voilà. Donc, combien coûte une heure au coup de revient complet. Et après, ça m'a tilté. J'ai dit, ouais, mais moi, j'ai des consultants, j'ai des gens en informatique, je pourrais peut-être les aider à faire du coup de revient, puisqu'en plus, j'ai un petit fichier Excel, puis je l'ai fait, puis c'est la même chose, en fait. Et donc, ce qui fait que j'ai fait à 1 ou 2 clients qui étaient hyper contents, donc le coup de revient. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'experts comptables qui faisaient ce genre de trucs. Mais moi, je m'étais vraiment enrichi de cette expérience. J'avais mieux compris le haut de bilan, puisqu'il fallait expliquer à des non-sachants le capitaux propres, BFR, trésorerie, machin, tous ces trucs-là qui, au début, pas au début, même quand tu as fait tes études et tu es expert comptable, mais tu dois expliquer à des non-sachants. Et tant qu'il n'y a pas les yeux qui brillent, qui comprennent, tu continues. Et donc, je peux te dire que ça m'a vachement formé à le comprendre, à l'expliquer aux clients et aussi aux collaborateurs. Voilà, donc j'ai adoré. Voilà, Comme quoi, il y avait quand même un lien un peu
avec l'enfance. On me dit souvent, ah oui, puis je t'avoue, c'est pas forcément la partie qui me passionne le plus en temps de l'enfance, etc. Mais tu vois, le côté prof, le côté psycho prof, et tout, on le là. retrouve. Ouais, il est là. Il est en trame de fond. Il est en trame de fond quand je quitte le cabinet pour passer 2 jours pour aller faire ces jours de formation ou 3 jours et que je kiffe grave. Je me dis, alors je retourne, Du coup, tu étais content de quitter le cabinet ? Oui, j'étais content de le quitter. Je coupais téléphone, je me mettais à fond, évidemment. Je comprenais que j'étais super heureux de ces moments-là, de ces moments de formation. Quand je voyais les yeux qui brillaient, qui comprenaient, pour moi, c'était juste magnifique. Et ça faisait ma journée, ma semaine, mon mois, quoi. Voilà. Donc, c'était super. Si on revient un peu en arrière, du coup, donc tu as ton DEC, alors tu continues en tant que salarié. T'es resté... non, t'es pas resté dans la société dans laquelle tu travaillais pour les filiales, etc. Alors, quand j'étais... donc, je comprends, donc on revient un peu, je comprends qu'il faut faire de l'audit. C'est un diplôme qui s'appelle diplôme d'expert comptable, mais composé à 80% d'audit. C'est ce qu'on t'explique à l'époque. Donc, si tu fais pas... Oui. Maintenant, c'est un peu différent parce que, en gros, c'est le sujet révision qui est 50-50. Mais même si on n'a pas fait d'heures d'audit et qu'on ne veut pas les faire, il y a quand même 50% d'audit. Ouais, voilà. Mais à l'époque, on disait que c'était 80. Donc, c'est moi qui n'en avais pas pratiqué. Je me dis, je vais dans le mur si j'en fais pas. Donc, je suis dans le groupe qui est racheté le cabinet est racheté par Amio Exco Grant Thornton. Donc, je demande à aller dans un département d'audit. Et donc, j'y vais. Voilà. Mais là, je passe d'une petite structure de vin assez familiale avec des boss qui sont un peu paternalistes. Je te disais comment le gars, il m'a montré il a pris l'ordi et tout, genre l'anglo-saxon. J'arrive dans un cabinet de 300 personnes, Paris. Tout est important sauf le client. Tu as fait ta note de frais, tu as fait ta liste de tickets resto du mois, tu as fait ta feuille de temps, tu as fait les petites guéguerres internes. Et le client, en réalité, il n'est pas au centre du truc. Je fais 2 ans et je pars, quoi. Parce que... En plus, je suis un peu un hybride parce que j'arrive diplômé et je me redescends dans le... Parce que tu n'avais jamais fait d'audit. J'avais jamais fait, à part mes petites heures, là, mes petites 200 heures. J'étais pris dans d'autres cabinets pour être chef de mission en expertise, avec un beau gap de salaire. Mais j'accepte au moins d'avoir le même salaire. Je voulais garder le même. D'investir, on va dire, de te former, du coup. De me former, d'être, comment ils appelaient, genre junior ou senior, je sais pas quoi, auditeur, quoi, simple auditeur, dans une équipe. Je me suis un peu battu pour pas qu'il descende mon salaire parce que le directeur des ressources humaines, il voulait descendre même un peu mon salaire, mais j'ai dit non. Donc j'ai réussi à le maintenir et je fais 2 ans d'audit et après je suis appelé par... je vais chez RSM faire 1 an. D'audit aussi ? D'audit aussi, où ça là te plaisait, je passe du coup ? Eux, ils me proposaient en fait, je sentais que j'en avais sous le pied. Voilà. J'étais chez Grant Thornton, j'étais diplômé et auditeur junior senior. Donc moi je discutais avec les gars qui étaient diplômés de choses et d'autres. Je m'ennuyais un peu, j'en avais sous le pied, je le sentais. Et donc je passe de auditeur senior à chef de mission senior. Donc c'est tentant. Donc, et puis je m'ennuie. Donc, Et ça t'a pas fait peur parce que tu vois, tu pourrais te dire j'ai que 2 ans, je me sens pas... Non, parce que j'avais compris les trucs, super formateur par contre. Grant Thornton, 2 ans, j'ai appris l'audit. Franchement, enfin, je vais pas dire j'ai appris l'audit, mais c'est beaucoup de méthodes et tu fais tous les cycles à cette époque-là. Il y avait des petites boîtes, donc j'avais fait beaucoup entre des assez grandes où je faisais qu'un bout ou d'autres où je faisais quasiment le tour. Donc non, je suis à l'aise. Voilà, je suis à l'aise. Je leur dis, je vais pas faire. Je suis toujours honnête en disant qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Voilà. Et puis si c'est plus gros, j'y vais avec quelqu'un d'autre. Enfin, je me lance pas dans un truc où je vais me scratcher, quoi. Donc voilà. Ils savent ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait quand je vais les voir. Oui, donc si eux te proposent le poste, c'est que après. Eux aussi ils le sentaient. Eux aussi ils sentaient que j'étais potentiellement voilà. Mais je reste que 1 an là-bas parce que après, en fait, quand je quitte Grant Thornton, je vais voir un indépendant et ils me prennent pas. Je suis numéro 2, quoi. Et donc dans un cabinet plus plus indépendant, plus plus direct. Là, c'était de auditeur senior à directeur de mission, mais ils me prennent pas. Mais 1 an après, ils me rappellent.
Le gars qu'on a pris est parti. Donc, j'y vais. Et là, je passe... année 1, je passe d'auditeur senior à chef de mission senior. Année 2, je quitte RSM, ils ne sont pas contents. Et je passe à directeur de mission. Audit toujours. Encadrer une petite équipe de 4 personnes. Voilà. Et on me dit, ta mission, c'est dossier, planning, équipe. 3 mots. Et ça te plaît? Je relève le challenge. Je signe le contrat le jour de la naissance de mon fils. Le jour où il me demande... je signe, je lui envoie... Je signe entre la naissance... mon fils est né 2 jours avant moi. Et voilà. Enfin, 2 jours dans le calendrier avant moi. Bref, donc... Oui. Ça me plaît, le challenge me plaît, j'arrive et je trouve une équipe un peu démotivée, un peu qui se retrouve un peu avec un directeur de mission qui est parti, un autre qui arrive. Voilà, tu vois, une équipe qu'on a un peu marre et finalement, il y a des départs et ils me disent qu'ils vont recruter, mais ils ne recrutent pas. Bon, donc... C'est toujours d'actualité, je pense. Voilà, mais écoute, moi j'ai dit ok, j'ai capté le truc, je me suis dit si je bouge pas, ils vont pas recruter. Donc, je vais les aider à recruter. Voilà, ils m'ont mis le challenge, je suis directeur de mission. Équipe, il y avait équipe dans le... Équipe, donc moi je vais recruter l'équipe, je vais recruter les membres de l'équipe. Donc je me suis mis à faire les profils, à mettre les annonces. C'était la première fois que tu faisais ça? Ouais, mais je me dis, si t'as pas le temps, si je peux la faire l'annonce, puis je peux la mettre sur le site. Il y avait un site, le site de l'ordre, je la mets, puis on verra bien, puis je recevrai les CV, puis après on les voit ensemble, on discute, on reçoit ensemble et tout ça. Et donc je fais tout ça, et je commence à faire du recrutement. Je kiffe parce que là, je fais d'autres trucs, quoi. C'est sympa quand même. Et puis, c'est un peu comme tu disais dans ton post là, dernièrement, il ne le faisait pas, j'ai OK, problème, solution, je le fais. Parce que sinon, je sentais que j'allais avoir soit des bras cassés. Des personnes que tu n'as pas forcément choisies. Des personnes qu'eux, ils recrutent, que non, je voulais... voilà. Et j'ai recruté une belle équipe. J'ai mis autour de moi une belle équipe. Donc, super. Et puis, je me rends compte que l'audit, ils ont du mal. Ils ont du mal. Et donc, OK, comment est-ce que je fais? Je me galère. Je les fais chier. Non, je vais les former. J'ai fait des formations d'audit en interne. Et donc, une fois, c'est une demi-heure. Je dis, ça pourrait... Je dis au boss... je pourrais les former parce qu'on répète toujours les mêmes choses, ça sert à rien. On va prendre une journée genre en septembre, je les emmène au resto, on se fait un beau resto le midi, tu me donnes un petit budget cool, un petit budget, quelques centaines d'euros, je les amène au beau resto de ta part et puis je fais une journée de formation. Voilà, puis l'année d'après c'est 2 jours de formation et puis ça s'institutionnalise quoi. Donc tous les ans, on fait les formations en interne. Et je m'amuse parce que je fais d'autres trucs. Donc, je recrute les gens, je les forme. Et ils m'aiment bien, les clients m'aiment bien. Donc, voilà, ça se passe bien. Et ça dure combien de... Ça dure 5 ans. Ça dure 5 ans. Et puis, ça me titille un peu de me lancer parce que, je me dis, je recrute, je fais le planning, je fais les dossiers, je fais le recrutement, je fais la formation des gars. J'écris les lettres de mission. Je me dis, il manque quoi pour que j'ai mon cabinet? Il manque pas grand-chose. Le chèque sur ton compte. Le chèque sur mon compte, ouais, c'est ça. Donc je me dis, j'en commence à en faire pas mal. Et puis ça se passe bien avec les clients. Et puis, je sais plus, des gens qui partent ou je sais pas quoi. Et ça commence à être trop. J'arrive plus à donner. Ça devient... comment dire? Ça devient trop abattre du rapport d'audit et au détriment de la relation humaine. Je me rappelle une fois où j'ai appelé un client, je me suis excusé. Un client avec qui je m'entendais bien, super bon feeling, belle boîte. J'appelle, je dis « Salut Christian, voilà, je t'appelle juste pour te dire je suis désolé. Je n'ai pas réussi à t'envoyer le rapport comme je te l'ai dit pour telle date. » Je lui explique que je ne me cache pas derrière... mais derrière, j'ai trop de travail et tout. Mais je dis, voilà, il y a un état de fait, c'est comme ça. Mais par rapport à notre relation et tout, je ne suis pas à l'aise. Et je pense que c'est rare. Hein. Je ne sais pas, dis-moi s'il y a beaucoup qui font ça. Mais en tout cas, je le fais. Et en le faisant, je me rends compte que ça ne va plus. J'en arrive à appeler des clients pour dire, je m'excuse. Ça ne va pas. Donc, la relation humaine, elle n'est pas là. Et puis, je pense que c'est peut-être l'année d'après où j'ai laissé ma femme créer sa boîte. On ne va pas créer en même temps. C'était une boîte familiale, donc ça allait. Mais on ne va pas se lancer en même temps. J'attends un peu.
Donc, je crée mon cabinet et j'ai 37 ans. Ok. Donc, puis je voulais avoir de la bouteille, je voulais avoir un peu d'expérience. Je voyais des jeunes qui créent leurs trucs et je les trouvais trop, avec mon regard, trop vert, c'est-à-dire que trop jeune. Bon, moi, je voulais en tout cas avoir de la bouteille. Il y en a, ils créent C'est toujours ce que tu penses aujourd'hui ou... Non, si tu veux, je vais pas dire à quelqu'un c'est bien ou c'est mal. C'est juste moi, je le voyais comme ça. Ça me rassurait en fait. En tout cas, toi, tu l'aurais pas fait plus tôt. Non, et donc, moi, du coup, tu te disais, ils sont jeunes, mais... Moi j'avais besoin d'être rassuré par l'expérience que j'avais. Moi, j'étais admiratif de ce qu'ils faisaient. J'aurais pas été capable à l'époque. Donc, moi, ça me rassurait d'avoir de l'expérience. Voilà. Et tu crées ex nihilo ou tu rachètes Non, écoute, il y a 2-3 clients que j'avais amenés, genre de la famille, un ami, puis ils me suivent. Bon, ok, c'est un début. On s'était mis d'accord. Et puis, le fameux client à qui j'ai dit je m'excuse en audit, il m'appelle quand je lui dis que je pars. Il m'annonce que leur expert comptable part à la retraite et qu'il les lâche. Il part rejoindre ses enfants en Thaïlande et il va même pas faire le bilan 2011. Il va même pas faire le bilan. Le 1er décembre, c'est fini. Il se casse. Et donc, il me dit, Mickaël, est-ce que tu veux être notre expert comptable? C'était une belle boîte. Une belle boîte, 3 associés fondateurs, hôtellerie en Afrique, enfin, le beau truc. Deuxième client qui me dit, bon, tu sais, Mickaël, tu vas t'installer, mais nous, notre expert comptable, on en a marre. Est-ce que tu veux pas... Pareil, c'était un client. Alors donc, en fait, on est audit au cabinet où j'étais salarié, on est commissaire aux comptes, et il me demande d'être expert comptable. Mais dans ce sens-là, tu as le droit parce que dans ce sens-là, comme il n'y a pas, on peut pas, et le cabinet où je travaillais, tu n'as plus de lien avec. Non, c'est-à-dire le cabinet où je travaillais ne prenait pas les mandats d'expertise et d'expert comptable. Bon, je veux pas dire que ça s'est jamais fait. Dans le cabinet où j'étais, ça s'est jamais fait, mais il y avait des experts comptables qu'on nommera pas parce que je connais même pas leur nom, mais qui avaient ce genre de pratique, mais pas là où j'étais. Donc, pour moi, c'était je prenais. C'était parfait, tu vois. Tu connaissais déjà un peu la boîte, les dirigeants, l'activité. Voilà. Donc moi, je n'avais pas le sentiment de voler, de piquer des clients à mon employeur, à mon ancien employeur. Puis 3e client qui me dit la même chose. Et au bout de 6 mois ou un 4e, ça encore. Et là, l'ancien boss, il arrive, il me dit hey, t'arrêtes de chasser sur mon territoire là. Là, celui-là, c'est stop. Et là, c'était pas une super belle association, mais bon. Donc voilà. Et puis, je me crée mon cabinet. Et comme j'avais ce flux de clients, je prends un collaborateur au bout de 15 jours. J'ai mon cabis au 12 janvier 2012. Et au 31 janvier, je signe le contrat de travail au bout de 15 jours. Et je me dis, j'ai du chiffre, j'ai de quoi le payer. J'ai le chômage. Moi, je suis payé. Donc, je mise à fond, je développe. Et après, au bout de 9 mois, je prends un apprenti. Puis voilà, ça... Donc, j'ai pris un collaborateur tout de suite et c'était la bonne décision, quoi. Comment ça se passe alors quand tu crées ton cabinet? Parce que tu avais quand même l'expérience un peu, on va dire, de gérer le cabinet, même si c'était pas forcément le tien, mais il fallait quand même, je sais pas, fallait trouver un nom, fallait choisir les logiciels, etc. Est-ce que ça a été facile pour toi? Est-ce que tu as eu des difficultés sur certains aspects? Alors écoute, il était évident pour moi qu'il fallait un nom pour ma société. Ça n'allait pas s'appeler Mickaël Benaïm Conseil ou cabinet Benaïm et Associés. Benaïm et Associés. Non. Il fallait une marque, il fallait un nom, il fallait quelque chose. Donc, je fais appel à une amie qui, je sais plus comment ça s'appelle. Naming, non? Ouais, du naming, et qui, elle est consultante, et elle a une spécialiste elle a elle-même une consultante qui fait ça. Qui est spécialisée pour trouver les noms qui vont bien, qui représentent les valeurs, ce que tu as envie de dégager, etc. Voilà, donc donc on fait le job, elle m'interviewe, elle me demande, donc j'écris tous les critères, les machins, les valeurs, elle me questionne. Et puis, écoute, la première liste qu'elle m'envoie, c'est des trucs standards pour moi. Genre fiducéo, machin. Des trucs trop classiques, expert comptable. Ça faisait expert comptable. Ouais, ça faisait encore expert comptable, finance. Et je lui ai dit, genre, ça devait être fini, tu vois. Et je lui ai dit, je suis désolé, mais je ne l'ai pas trouvé. Dans la liste de 20, genre, c'était 20. Puis non, je lui ai dit non.
Et quand ça se passe comme ça, tu dois quand même la payer, du coup. Même si... Non, mais elle m'a refait elle a refait tourner une liste. C'est-à-dire qu'elle a rappelé Ce que je veux dire, c'est que tu payes... c'est une obligation de moyens ou de résultats, dans le sens où si elle t'a fourni les... Ça n'a pas été un sujet à l'époque. Non, elle a refait tourner un truc. Elle a refait parce que c'était pas satisfait. Elle a fait tourner, elle m'a dit « Ok, mais je comprends pas. Non, pourtant, ça, c'est super. Celui-là, il est super. » Je lui dis « Écoute, non. » Voilà. Donc, il faut que je te pose d'autres questions. Elle me pose d'autres questions. Bref, elle me renvoie à un autre truc. Et là, il y a Binergy qui sort. Je réfléchis pas une seconde. Je dis Binergy. Direct. C'était évident. Après, j'ai raconté une histoire autour de Binergy, genre le binôme. T'as fait du storytelling. Et après, j'ai fait du storytelling, mais j'ai jamais raconté trop cette histoire. Ceux qui me demandaient vraiment, je racontais. Mais après, c'est facile. Le binôme avec l'énergie, le binôme avec le dirigeant et de l'énergie, c'était okay. Voilà. Puis des fois, on me dit puis que le Binergy, B de Benaïm, Ben de Benaïm. Bon, ouais. Moi, c'est ça que je voyais. Après, le storytelling, il est venu après. Il était facile. Tu justifies a posteriori. Et les gens, ils aimaient bien parce qu'on disait c'est Binergy, c'est chez Binergy. C'était... Mais en plus, l'énergie, tu l'as cité à plusieurs reprises, donc ça reflétait bien, je pense, ce que tu voulais véhiculer. Ouais. Ça véhiculait. Et les gens aimaient bien, même quand ils venaient en audit et qu'en fait, c'était pas Binergy qui allait être, mais ils aimaient bien. Ils aimaient bien le nom, ça... Peut-être ça évoquait quelque chose, en tout cas. On disait chez Binergy, voilà. Les clients, les collaborateurs, ils disaient chez Binergy. Et quel type de clients tu avais, du coup ? Parce que tu avais fait beaucoup d'audits. Ouais, alors... en fait, si tu revois un peu le parcours, j'ai jamais eu de commerçant, d'artisan, puisque j'ai commencé avec les filiales de groupe, ensuite de l'audit, donc forcément, tu n'as pas de boulanger. J'aime bien les boulangers, j'adore le pain, j'adore tout ça, mais j'en ai pas eu. Et j'ai pas eu de commerçant, j'ai jamais fait une compte avec de la caisse, pour moi, c'était genre flippant. Enfin, flippant... Donc... tous mes jobs, j'ai eu que des sociétés de prestations de services ou en audit, un peu d'industrie ou de négoce. Mais au final, j'attire pas les commerçants artisans qui sont pas dans mon réseau d'amis ou ils viennent pas. Et finalement, j'attire des clients prestataires de services. Voilà. Donc c'est eux qui viennent et j'utilise un peu les clients un peu phares que j'avais quand j'étais salarié en audit, qui étaient un peu cotés sur des marchés genre C, mais des belles boîtes. Et ça donne confiance quand je dis que j'étais commissaire aux comptes, que j'assistais au conseil d'administration, qu'on faisait les comptes tous les trois mois. Donc voilà, donc ça donne confiance, ça donne du crédit, ça donne la légitimité. Puis un gars qui quittait son poste de directeur commercial, qui crée sa boîte en SS2I, en ingénierie informatique, ça le rassure. Et on démarre un premier contrat. Je suis encore salarié, puis je lui fais les bulletins de salaire avec un sous-traitant. Après, c'est mon premier client. Je lui fais ses factures parce qu'il veut pas se casser la tête. Donc c'est moi perso qui lui fais ses factures sur Word. J'ai gardé le côté où moi tu veux pas t'embêter à faire tes factures, je te les fais, pas de problème. Mais tu facturais ou pas ? Oui, bien sûr. Ah oui. On avait tu me dis quelle question, mais... oui, quelle question. Mais peut-être que je le facturais pas bien, mais je le facturais. Non, au moins, tu le facturais. Parce que si on regarde aujourd'hui, il y a encore beaucoup de cabinets qui font beaucoup pour leurs clients, mais bénévolement. Ouais, toi, tu étais déjà dans ce mood-là de j'apporte quelque chose, donc je facture. Enfin, c'était logique. Lui, il plaçait des collaborateurs. Okay, donc lui, c'est une SS2I. S'il place 21 jours ou 22 jours, il facture 22 jours s'il place 22 jours. D'accord ? Si c'est 19, c'est 19. Donc moi, je lui fais. Je ne fais pas gratos. Si lui ne fait pas gratos, ça, c'est client. Il n'y a pas de raison. Non. Je te dis, c'était peut-être pas bien facturé, mais ça l'était quand même. Voilà. Et comment ça se passe, du coup, toi, ton quotidien en tant que dirigeant de cabinet ? Est-ce que c'était différent de ce que tu avais connu avant, dans le sens où c'était pas vraiment ton cabinet, enfin, tu vois, ta posture d'expert comptable, etc. Comment tu le vivais ? Est-ce que tu aimais ça, ce rôle En fait, donc, comme je te disais, j'ai fait que de l'audit. Enfin, les dernières années, j'ai fait beaucoup d'audits. Et l'expertise, j'en ai fait dernière expertise que j'ai fait, c'était 9 ans auparavant quand je me suis installé. Donc, c'est beaucoup. 9-10 ans, donc c'est beaucoup. Mais bon, je me suis dit, j'en ai fait quand même si ça, c'est
Ça a changé un peu Gouv est arrivé, tout ça, mais bon. Oui, ça se passait comment avant Parce qu'il n'y avait pas Info.gouv. Non, il n'y avait pas. J'ai pas connu ça, moi. Alors, quand c'était on travaillait avec les filiales de groupes étrangers, c'était entre 2000 et 2003. Entre 2000 et 2003, tu faisais la déclaration de TVA papier qu'on recevait par courrier. Donc, tu la remplissais avec tes petites mains, ton petit stylo. Bon, on faisait avant sur Excel, évidemment. Tu avais le droit de mettre du blanco ou pas? Je crois pas, non. Ah ouais, donc si tu te trompais, fallait fallait pas tout mettre refaire. de blanco. Non, tu faisais non. Donc on se débrouillait. On avait tu pouvais envoyer une photocopie par contre. Donc on photocopiait. On avait la version noir et blanc. Donc on se débrouillait. Mais non, pas de blanco. Donc t'envoyais le document qui devait être signé par le client, daté, et il fallait qu'il envoie un chèque. Donc tu lui envoyais un mail à l'époque avec une enveloppe après par la poste. Et tu disais surtout, faites bien le chèque à telle date et envoyez-le bien à telle date, parce que sinon, blablabla, il va arriver trop tard et tout. Donc, ouais, on faisait comme ça. Mais les clients, ils faisaient, on n'avait pas trop à les relancer. Ils faisaient leur job. Et donc, toi, du coup, tu n'avais pas vécu la transition avec Info.gouv, donc tu découvres un peu tout ça. Ouais, je me dis, oh là, j'en ai jamais fait. Mais je me dis, bon, je vais apprendre, quoi. Le fond, c'est la même, sauf qu'elle est informatisée, c'est tout. Donc, je vais bien me débrouiller, quoi. Au final, je me débrouille. De toute façon, c'est même pas moi qui l'ai fait. Donc, c'est le collaborateur qui le fait. Donc, le collaborateur, lui, il avait peut-être déjà appris. C'est lui qui te formait. Ouais, d'une certaine manière. Et du coup, ton cabinet, donc ça se passe bien. Tu te développes. Ton objectif, c'était de développer ou pas spécialement. Tu te rappelles si tu avais. Oui, puisque je prends un collaborateur tout de suite, au bout de 15 jours. Donc, l'idée, c'était de passer du temps plus à l'extérieur, aller rencontrer des avocats, des clients. Je rentre au BNI tout de suite en 2012. Tu peux expliquer ce que c'est le BNI pour ceux qui connaissent pas? Business Network International, c'est un réseau d'affaires et d'entraide. Donc, on se réunit une fois par semaine, le matin à 7h30, avec des allumettes entre... C'est tôt. C'est tôt. Avec des allumettes pour garder les yeux ouverts. On se recommande, on se soutient. Et là, je rencontre je me lie entre guillemets, j'ai un très bon contact avec un avocat d'affaires qui commence à m'envoyer des mandats, avec qui des gens là-bas m'envoient des clients. Donc ça démarre, quoi. Ça démarre. La machine démarre. Au bout de 9 mois, en septembre 2012, le premier apprenti. Donc voilà. Après, la première équipe que j'ai constituée, c'était pas la plus top. Elle est plus venue un peu après, quand je suis arrivé rue du Colisée, en fait. T'as déménagé pour plus grand ou c'était... Ouais, il fallait plus grand, ouais. Et après, il y a eu l'opportunité de rue du Colisée. J'y suis allé, direct. C'était une équipe de combien de personnes à ce moment-là? Là, 4 à peu près. 3-4. Ouais. 3-4. Rue du Colisée, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, parce que l'ancien Parisien que je suis pense que tout le monde connaît rue du Colisée. C'est perpendiculaire aux Champs-Élysées, c'est à 100 mètres. Métro Franklin Roosevelt. Ouais. Donc c'est pas trop mal. Non, c'est pas trop mal. Et c'est le côté bas des Champs-Élysées, donc plus sympa que le côté rue Washington en haut. Donc ouais, c'est plus convivial, voilà. Et l'équipe adore le quartier, les clients ils viennent, ils aiment bien. Et effectivement, un de mes anciens associés m'avait dit, Michael, ça va propulser ton activité d'être dans ce quartier à cette adresse, tu vas voir. Et il a pas eu tort puisque j'avais des trop grands bureaux, donc je cherche un autre expert comptable, je cherche un colocataire. Un expert comptable arrive, Alexandre, et il me confie, j'ai des mandats grâce à lui, donc mes premiers beaux mandats d'audit grâce à lui. Je le remercie. Donc lui, il était expert et lui, il était toi, expert, il avait un cabinet dans le 12e. Ouais, c'est ça, il avait un cabinet dans le 12e, puis pour ses clients de l'Ouest parisien, donc il voulait une antenne un peu, il voulait un site. Voilà, c'est ça, il me nomme, puis lui, il est expert comptable et moi, je fais l'audit. Donc, et puis voilà, ça démarre. Et le BNI, je gagne un beau client. Donc, et puis en décembre, une fois, on m'a demandé, j'ai un ami qui m'appelle pour me dire, j'ai quelqu'un dans mon équipe comptable, donc c'est une belle entreprise qui part. Est-ce que tu peux m'envoyer un collaborateur? Je lui dis j'en ai pas, mais pour dans 3 semaines, genre c'était le 15 décembre. Trouver une solution. Mais pour début janvier, je l'ai. Pour début janvier, je l'aurai. Je l'ai eu. Il est resté tout le temps. Il s'appelle Michael.
Et voilà, un autre Michael. Et voilà. Et après, je gagne une super belle mission. On me redemande, pareil, je veux plus avoir de salariés, super belle boîte. Et donc, ce Michael travaille là-bas et il s'entend super bien avec eux. C'est un beau contrat, plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Donc voilà, j'ai quelques pépites comme ça qui attirent les collaborateurs. J'ai quelques belles missions qui attirent les collaborateurs, plus mon côté un peu décalé. Ça les aide. Je pense que j'ai jamais eu de problème de recrutement. Et comment tu expliques ça? C'était ton côté décalé. Qu'est-ce que tu avais mis en place, tu penses, qui jouait? Déjà, moi, c'était, je préfère avoir moins de clients, mais avec plus de valeur par client. C'est-à-dire que je voulais pas une usine à faire. Pas de la quantité. Non, pas de quantité. Je préférais dire, OK, mieux vaut avoir un client qui nous génère 10 000 par an, admettons. Plutôt, là, on va faire un bilan, un client, une relation, plutôt qu'avoir 5 clients à 2000. 5 clients à 2000, c'est toujours 5 bilans. 5 liacs, 5 machins, 5 personnes à gérer, 5 clients. Donc j'ai tout de suite eu... Et puis, comme je n'avais pas de commerçants, d'artisans, de BNC, donc je n'avais pas ces petits micro-clients. Bien sûr, j'avais des entreprises individuelles. Mais c'est vrai, mais en vrai, c'est du bon sens. Mais c'est vrai que du coup, si tu multiplies le nombre de clients, tu multiplies aussi potentiellement le nombre de demandes, de mails, d'appels, de trucs. Tu multiplies tout. Tu es en train de faire un truc, tu t'es sollicité et du coup, tu es tout le temps coupé. Enfin, niveau productivité, charge mentale et tout, c'est... Écoute, moi, les collaborateurs, ils avaient honnêtement entre 15 et 25 dossiers, pas plus. Hein. Mais par contre, il y en avait, c'est des dossiers costauds. Il y en avait, c'était au moins un jour par semaine. Mais c'était tu vois, ils n'avaient pas, en nombre de bilans, ça t'en fait pas 50 à la période fiscale. Ça t'en fait une petite vingtaine, parce que tu as des périodes, des clôtures décalées, tout ça. Donc, voilà. Donc, je privilégiais, que ça soit... Et voilà, moi, je trouvais que c'était plus un peu... Peut-être déjà la voix du moindre effort à l'époque. Naturellement. Ouais, c'était naturellement. Je trouvais que ça n'avait pas de sens. Et les gars, ils disaient, j'ai 200 dossiers, 200 clients. Non. L'usine, ça me disait rien. De toute façon, ils ne venaient pas, les clients de ce type-là. Donc, tant mieux. Puis après, j'ai compris que ce n'était pas la peine de les avoir. Donc, parce que je ne savais pas les faire. Et parce que ça ne m'attirait pas. Et parce que, aussi, j'avais un autre critère, c'était pas de clients losers, pas de pessimistes, pas de... Non. Les gars qui se plaignent tout le temps, tout ça, non. On en a eu un une fois, mais comme il était gentil, ça allait. Mais quand il est parti, c'était le seul. Mais voilà, pas de clients déprimants. Je dis pas qu'il... Voilà. Et donc tout se passait bien alors? Ça se développe, tout ça ça se développe. Je me dis que bon, on est 5, que j'ai de la place, je peux avoir, si je regarde, j'ai des bureaux, j'ai des trucs. J'ai de la place parce que si je dis au gars qui sous-loue, laisse-moi le bureau parce que je me développe, je me dis je peux avoir 12 personnes, je fais des prévisionnels, je me dis bon, dans 3 ans, j'ai un directeur de mission. Et je te jure, 3 ans après, j'ai eu le directeur de mission. Je l'ai recruté, puis ça s'est avéré. Enfin, il est devenu manager. En fait, les erreurs que j'ai... Tu as vu en lui un potentiel... en fait, je me revoyais. J'ai jamais oublié qui j'étais, que ce que j'aimais pas faire, je voulais pas l'imposer aux autres. Je voulais pas qu'ils viennent le samedi, pas le dimanche. Je dis pas qu'ils sont jamais venus, mais c'était pas la règle. Et quand ils venaient, ils récupéraient. Voilà. Ils récupéraient sur un autre jour. Donc, j'avais pas les moyens de faire mieux, mais au moins, c'était un échange. Tu viens un dimanche, tu récupéreras sur la base de mon accord préalable. Parce que sinon, non. C'est-à-dire que je voulais pas que ça déborde. Donc, tu me dis si tu veux venir le dimanche, puis on se met d'accord, puis OK. Mais ils exagéraient pas. Donc, voilà. Tu me dis comment ça se passe. Donc, je me dis, ouais, je peux avoir 12 collaborateurs, je peux atteindre tel truc. Et puis, quand je commence à me réveiller à moi-même, je me dis, mais attends, et pourquoi ça... Qu'est-ce que je vais gagner, moi, d'avoir 12 collaborateurs, de faire 1 million de chiffre d'affaires? Est-ce que ça va m'amener? Est-ce que je vais être mieux? Est-ce que je vais être plus heureux? Est-ce que je vais être plus content? Est-ce que je vais gagner plus d'argent pour de vrai? C'est à la fin du mois. Puis je commençais à me dire des trucs comme ça. Je commençais à me dire je suis sûr que je finirai pas ma carrière et que je prendrai ma retraite en étant expert comptable. Je savais pas comment, mais ça, c'était un truc, c'était clair. Je peux pas te dire. C'était des flashs. C'était net, il n'y avait pas de discussion là-dessus. Je le savais.
Non, genre moi, faire des bilans, des trucs comme ça, jusqu'à 60, 65, non, c'est... Même tu peux les même après, je pense. 70, non, impossible. Donc, et un jour, j'étais sur mes bureaux près d'échange, et puis je sors du bureau, puis je me dis, mais ça fait 7 ans que j'ai Pinergie. Le job où je suis resté le plus longtemps, c'était 5 ans, puis là, ça fait 7 ans, c'est quand même le job, entre guillemets, le plus long que j'ai jamais eu. Waouh! Et je me suis retrouvé, c'est comme impression d'être... Tu sais, mais avant, je pouvais démissionner entre moi et me barrer, mais là, je peux pas. Mais là, je peux pas. Là, je suis pris dans le truc, là. Je peux pas partir. C'est bizarre de se dire ça. Entre guillemets, t'as pas de... Mais ouais, mais je sais pas si les entrepreneurs se disent ça, mais moi, je me dis ça. À ce moment-là, je commence à me réveiller, à me dire des trucs comme ça, tu vois. Donc, c'est quand même un signe, mais sur le moment, Oui, mais la graine était un peu plantée. La graine était plantée. La graine était un peu plantée. Puis, en fait, j'ai jamais dépassé peut-être 5 ou 6 collaborateurs parce que j'ai toujours eu un demi-collaborateur de plus, ou au moins un, qui fait que je pouvais toujours prendre des nouveaux clients. Mais ça me challengeait. Alors, ça faisait faire de la croissance. Mais bon, il y avait des clients qui partaient et puis des clients qui venaient. Oui. J'avais toujours possibilité de prendre des nouveaux clients, même d'une certaine taille. Mais c'était challengeant parce qu'il fallait aller chercher du chiffre tous les ans, puis ça me fatiguait. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.